Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. Il faut vraiment que les gens de Barrier Lake, les citoyens, puissent à tout le moins prendre connaissance de ce qui a été proposé jusqu'à maintenant. La nation algonquine hésite toujours à propos de l'offre de moratoire de Québec sur les orignaux. Les effets de la pandémie sur les artefacts autochtones en danger, en lien avec la poursuite effrénée de construction de Québec. Et en entrevue, le major général Jocelyn Paul Huron-Wendat, récemment nominé pour ce poste dans les Forces canadiennes. Oui, bonjour. Je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. L'horloge tourne avant que la nation algonquine revienne à la table de négociation avec le Québec. Il s'agit d'accepter ou de rejeter leur proposition d'offre de moratoire de 2 ans sur la chasse à l'orignal. Mais comme l'explique Shushan Bacon, la nation n'est toujours pas près d'un consensus. Arrêtez pas, circulez! Le Québec espère éviter une autre situation comme celle-ci de l'automne dernier. Et tout semblait fonctionner au début du mois concernant les négociations entre les chefs des communautés Anishinaabe et le Québec. Ils ont trouvé un accord de principe qui assurait une paix sociale et la préservation du cheptel d'orignaux. Cependant, le conseil de bande nouvellement élu de Lac-Barrière a décidé que l'accord de principe était trop restrictif. I'm still open to meet with the Algonquin chiefs. I have a position, and I'm not going against. I'm not signing the agreement in principle, but I'm not going against what is being proposed. But if people want to make plans for our territory, then I have a problem with that. Cette annonce a eu l'effet d'une bombe chez les Anishinaabe, mais surtout parmi ceux qui se sont tenus debout dans les barricades l'automne dernier. A lot of us felt very devastated, disappointed, very sad because it was going back to something that was not working from the community. And the agreement in principle that the Tribal Council and the committee worked on is about working together as one people, and it was focused on the moose. Pour Lucien Wabanonic, négociateur pour les Anishinaabe, c'est une mission presque impossible de respecter l'échéancier du Québec. Il ajoute que c'est très serré pour les 9 communautés, surtout que très peu ont commencé à mettre en œuvre ces séances de consultation. C'est extrêmement difficile dû au COVID, mais il y a aussi le facteur technologique. C'est pas tout le monde qui est habitué dans nos communautés à utiliser les plateformes, les différentes plateformes qui existent, notamment le Zoom. Il y a plusieurs endroits dans la réseau phonique, notamment, surtout, c'est que le réseau n'est pas aussi efficace. Il mentionne qu'il n'a pas eu de discussion ni d'information concernant la décision du conseil de bande de Lac-Barrière. Il faut vraiment que les gens de Barrier Lake, les citoyens, puissent à tout le moins prendre connaissance de ce qui a été proposé jusqu'à maintenant. L'horloge tourne avant que la nation Anishinaabe du Québec revienne à la table de négociation avec le Québec. Arriveront-ils à se rencontrer le 21 avril 2021? Shushan Bacon, Nouvelles nationales d'APTN, Wendake, Québec. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info_nouvelles@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelles_aptn en un mot et sur Twitter @nouvelles_aptn. Pionnier de la musique autochtone au Canada, Florent Volant, artiste, compositeur, interprète inou, a été récemment hospitalisé sur la rive sud de Montréal. Le 10 avril, il y aurait eu une hémorragie cérébrale, ce qui l'a mené aux soins intensifs. Mais en fin de semaine, sa santé s'est stabilisée et s'est améliorée. Il est maintenant hors de danger.
Selon une entrevue qui a été accordée à la radio communautaire CKAU de Maliotenam, le fils de Florent Volant, Mathieu McKenzie, a transmis un message de son père alors qu'il a retrouvé un peu la parole. Doknen himta cheitato inut nagamanenyo nagamachwen minok te bihman chichi amajwe di diya awone tatakne no doi ke chapu hugat wo no taminut ude chino taya ude wahat mayutenam chapu hugat wo ke spes chasitwek naga be dawut ke yeshpanigi do kaga menenyo nigido meno afensamen chuinash kamogo kay chemok shutshunu emiono tanwe hawanan juon pensée positif tanne way ihimiayak lisiwen nu de chinawe tayak chabuhugado. Plusieurs communautés Innu ont soit resserré ou soit complètement fermé leurs frontières, car Récipit et Pessamit ont subi des éclosions de la COVID-19. Et depuis la fin de semaine, Ouachat, Macmaliotenam, Matimé-Couchelac-John et Pogwashibo subissent des éclosions de COVID-19. Récipit et Pessamit ont eu des cas de COVID-19. Selon les autorités, les éclosions ont été directement attribuables à la fin de semaine de Pâques. Les chefs font de la promotion pour que les membres aillent se faire vacciner. Dans certaines communautés, le taux de vaccination atteint 50%. Et d'autres un peu moins. Jean-Claude Pinette de la cellule de la Nation Innu explique la façon dont tous les membres doivent fonctionner pour obtenir un vaccin. Actuellement, la dynamique pour recevoir les vaccins, c'est que les gens doivent s'inscrire sur des listes au préalable. En sachant que les gens s'inscrivent, nous, on soumet les listes à la santé publique et la santé publique, sur la base de ces listes-là, nous fournit les vaccins. Si les gens ne s'inscrivent pas sur les listes, donc on ne sera pas en mesure d'obtenir les vaccins nécessaires. Au retour, on vous parle des sites archéologiques où les artefacts autochtones sont menacés de disparition par la construction effrénée de Québec. Restez là. Re-bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Le Québec a le développement en tête, alors que la province s'efforce de trouver ses assises financières à la suite des pertes subies en raison de la COVID-19. Mais le fait de simplifier les évaluations afin de s'empresser de construire pourrait causer la destruction d'anciens sites autochtones et leurs artefacts seraient perdus pour l'histoire, perdus à jamais. Voici maintenant Lindsay Richardson qui a examiné la situation de plus près. We nicknamed it kind of Noah's Ark. On l'appelle la forêt Rousseau, mais les fans du groupe écologique Pinceau Vert l'appellent l'Arche de Noé, car elle grouille de vie. So this is the first size in spring in here. They're all emerging under these. Sauf qu'il y a quelques années, un projet d'ensemble résidentiel a failli tout détruire. I don't know what I can do to save the world, but I helped to save this little forest. Sheila McNally s'intéressait surtout à l'éco-activisme, jusqu'à ce qu'elle suive un cours d'études autochtones. I really saw how that is part of the community, this idea of stewardship, this idea of looking after the land, and how Indigenous communities have been guardians for centuries. And I look at my culture, look what we've done in 100 years. McNally a communiqué avec APTN lorsqu'elle a appris l'existence d'un autre site de développement potentiel à proximité. I thought, here's a great opportunity to make amends. There's an archaeology report that's saying there's evidence of an ancient Indigenous community there. What a great opportunity to turn and say, we're going to hold off. And so this is what's going on. It's a huge land grab. Au début de février, la municipalité de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot ainsi que le ministère de la Culture du Québec ont reçu des copies d'un avis archéologique au sujet de Seulot boisé, près de la rivière des Outaouais. Des arbres rares, quasiment disparus, poussent ici.
et il pourrait s'agir du site d'une communauté autochtone préhistorique. Mais le plan est de raser cette forêt et de construire 17 maisons. Le dynamitage est déjà en cours. Nos messages à la mairesse de la municipalité ont resté sans réponse. Sur l'autre rive, à Kahnawake, le conseil Mohawk dit qu'il essaie encore d'organiser une réunion. To me, it's all rooted in what I often tie things to, which is doctrine of discovery, worldview thinking. Okay, that somehow or another the settlers have a right to occupy, exploit, do whatever to lands which did not belong to their ancestors. Selon Montour, d'autres provinces canadiennes comme l'Ontario ont le pouvoir d'arrêter le développement sur des terrains privés s'il y a un intérêt autochtone. Par contre, in Quebec, it's a different kettle of fish, I'm afraid. Au début de la pandémie, le Québec a tenté d'adopter un projet de loi visant la relance économique qui éliminait l'obligation de mener des évaluations environnementales et de consulter les Premières Nations avant d'approuver un projet. Ces sites historiques potentiels sont partout. Certains experts disent qu'il y en a des centaines au Québec seulement. Par exemple, en amont de la rivière, à Hudson, il y a un aménagement encore plus vaste sur un site autochtone potentiel. There's something about looking at water that allows you the long vision, allows you to focus your eyes on a far, far place. And that's why this is so important to me. Le conseiller Jim Duff vient ici, à Sandy Beach, depuis son enfance. On y prévoit maintenant la construction de plus de 200 résidences privées. Malgré ses efforts, Duff soutient qu'il n'y a pas vraiment de moyen de l'arrêter. You have a choice. You either buy the land at whatever price the seller wants to charge, or you let them go ahead and build. La mise en valeur prévue à Sandy Beach a déclenché des manifestations, surtout de la part de ceux qui l'ont étudiée. From the perspective of an archaeologist, we are literally losing and destroying sites every single day to development. Specifically in the case of Quebec, the situation has been disastrous for years. I mean, it was bad to begin with. It can only be worse now. Mais Sandy Beach n'est pas seulement un site historique potentiel. Des artefacts ont été récupérés. It was a metal detectorist, a guy who used to like to go to the beach and look for coins and rings and things that people had lost. And in the process, he found a couple of arrowheads. There was also some metal artifacts. It was an axe. There were some pieces of copper kettle. There were at least one stone tool. It was made out of a material that comes from very far north in Quebec, and it shows that people were trading and, there was movement back and forth. Burke affirme que les archéologues peuvent enregistrer un site auprès du gouvernement du Québec, au cas où il viendrait à être mis en valeur. Mais cela ne peut pas dire que le gouvernement va l'empêcher. Parce que they can decide that finding just a couple of objects on the surface does not constitute a site. Most of the time, we're just going to probably, sweep aside, especially indigenous history, indigenous archaeology, in the name of development. I've seen it just pretty much every single time. The ideal, of course, is to have First Nations archaeologists who will really look out for their own rights and their own heritage. Le grand chef de Kanesatake, Serge Simon, dit qu'il jouait à Sandy Beach quand il était enfant. The most dangerous individual to the governments is a First Nation with education. It's more dangerous than a gun. Le conseil Mohawk de Kanesatake vient tout juste de prendre connaissance du dossier de Sandy Beach, mais il connaît bien l'enjeu archéologique. Ça vient du parc d'Oka, ce qui date d'entour de 1000 à 2000 ans. Il a soulevé la question des droits et des titres pendant un projet de développement dans la municipalité voisine d'Oka. When you find pottery, arrowheads, bones, you have to look at our history is intricately linked, and there's no getting around that. So you destroy our archaeological sites, you destroy also part of your history as well. One of the issues is that we really need somebody other than developers to step in and do a thorough study of this report and before it's completely lost. De retour dans la forêt Rousseau, les femmes de Pincourt Vert disent être prêtes à continuer à faire pression pour préserver le site à Île-Perrot et les autres sites qui suivront. It's not like a life-saving COVID vaccination clinic they're building. It's not a education center. It's not a hospital. It's not a place for homeless people.
It's 17 homes for rich people. What's the rush? The message is very simple. Respect all life. Nous avons communiqué avec le ministère de la Culture du Québec pour obtenir ses commentaires ou du contexte en lien avec cette situation. Il n'a pas pu donner de commentaires avant la date limite. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Après la pause, je vous présente le major général Jocelyn Paul, Huron-Wendat, qui a été récemment nominé pour ce poste dans les Forces canadiennes. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, je vous présente une entrevue avec le major général Jocelyn Paul. Nouvellement nominé à ce poste, il vient discuter avec nous de sa position, de sa carrière et de ses prochaines missions, mais aussi des questions essentielles qui font surface dans les forces canadiennes. Oui. Oui. Tout d'abord, félicitations pour votre nomination. Merci beaucoup. Racontez-nous votre parcours et expliquez-nous c'est quoi votre rôle. OK. Bien, écoutez, je vais devoir remonter environ une trentaine d'années. Donc, présentement, moi, je suis major général au sein des Forces canadiennes. Et puis, vendredi, je vais être promu au grade de lieutenant général. Donc, ça, c'est un général qui porte 3 feuilles d'érable, 3 étoiles, comme on dit. Et puis, je m'apprête à quitter pour l'Italie, où je vais être commandant adjoint d'un quartier général de l'OTAN, tout près de la ville de Naples, donc au centre de l'Italie. Donc, ça, c'est ce que je m'apprête à faire au cours des prochaines années. Mais pour en arriver là, évidemment, vous comprendrez que j'ai joint les Forces canadiennes en 1988. J'étais alors étudiant. J'ai commencé comme réserviste auprès du régiment du Saguenay et ensuite je suis allé au régiment de Maisonneuve. Et puis après mes études à l'Université de Montréal, j'ai décidé de joindre la force régulière. Y a-t-il eu des défis auxquels vous avez dû faire face en cours de chemin? Maintenant, la mission la plus difficile que j'ai eu à accomplir, sans aucun doute, c'était celle que j'ai faite en 2009, lorsque je me suis déployé à Kandahar, en Afghanistan. À ce moment-là, j'étais le commandant du 2e bataillon du Royal 22e Régiment. Je commandais donc la citadelle de Québec. Et puis, lorsqu'on se déploie en mission comme ça, on forme des unités interarmes que l'on appelle. Donc, à ce moment-là, j'ai eu le privilège de commander 1200 personnes. On appelait ça le groupement tactique du 2e bataillon Royal 22e Régiment. Donc, des gens d'un paquet de métiers, tous mélangés ensemble, 1200 hommes et femmes. Et puis, donc, j'ai déployé à ce moment-là entre avril 2009 et puis le mois d'octobre 2009. Mission excessivement difficile pour moi, pour mes gens. Écoutez, on a malheureusement perdu des frères et des sœurs d'armes. Beaucoup de gens ont été blessés. Donc, vraiment, là, une mission très, très périlleuse. Mm-hmm. Il y a une histoire difficile entre le Canada et les peuples autochtones. Je vais vous demander si c'est parfois difficile pour vous de mettre cela de côté maintenant que vous avez un rôle élevé dans les forces canadiennes. Écoutez, je vous dirais, moi, que ce que je mentionne à tous et chacun, c'est que nous, les Autochtones, nos ancêtres, on a toujours été les premiers à défendre le Canada. Et puis, lorsque vous remontez à l'époque de la Nouvelle-France, surtout pour les communautés autochtones de la vallée du Saint-Laurent, là, près de Québec, de Montréal, etc., pendant toutes les guerres coloniales, nos guerriers autochtones étaient toujours à l'avant-garde. La Nouvelle-France, comme colonie, a survécu pendant cette période de temps-là, certainement en grande partie grâce à l'apport des guerriers amérindiens de la vallée du Saint-Laurent, de l'Ontario et de la vallée de l'Ohio, en fait. Donc, essentiellement, les Français, très rapidement, avaient compris que pour être en mesure de maintenir les limites de la Nouvelle-France face à des colonies anglaises qui devenaient excessivement importantes sur le plan démographique, elles n'avaient d'autre choix que de faire des alliances avec les communautés autochtones. Et puis, et c'est là le mot, je pense, que l'on doit garder à l'esprit. Alliance.
il y avait une relation de symbiose entre nos communautés et puis la colonie française. Lorsque la conquête anglaise est arrivée, la même chose s'est produite, à savoir que les Britanniques, lorsqu'ils sont gagnés sur les plaines d'Abraham, après la capitulation de Montréal, etc., la première chose qu'ils ont faite, c'est d'acheter la paix, si on veut, avec les communautés autochtones, encore une fois, là, de l'Ontario, du Québec, pour s'assurer qu'ils n'aient pas à jongler avec une insurrection alors qu'ils tentaient de s'établir comme maintenant maîtres du Canada. Donc, les autorités coloniales ont toujours apprécié cette contribution-là militaire de nos ancêtres. C'était essentiel. Et cette relation-là s'est poursuivie, je vous dirais, jusqu'à la guerre de 1812. D'ailleurs, pendant la bataille de Châteauguay, si vous regardez les livres d'histoire, donc vous avez des guerriers, des communautés autochtones de la vallée du Saint-Laurent qui étaient présents. Des gens de Wendake, des gens de Oulinac, Odanak, Kanawagé, Kanazitake, etc. Donc, encore une fois, pour défendre le Canada contre l'envahisseur américain, au Québec, lors de cette bataille-là en particulier, les communautés autochtones étaient représentées. Et puis, la même chose s'est produite aussi dans ce qu'on appelait à l'époque le Haut-Canada, donc l'Ontario d'aujourd'hui. Les communautés autochtones de l'Ontario ont, elles aussi, participé là, à la défense là, de la colonie. Donc, le rôle que l'on joue, nous, aujourd'hui, les militaires canadiens, les militaires autochtones qui sont dans les forces canadiennes, j'aime voir ça comme étant un peu la continuité du passé. Donc, j'aime penser que je marche dans le sentier là, de mes ancêtres avec mes mocassins. Oui, présentement, il y a des allégations d'inconduite sexuelle venant des femmes dans les forces canadiennes. Que faites-vous pour changer cette dynamique, pour rendre les forces plus attrayantes pour les femmes autochtones? Écoutez, c'est une excellente question. Je ne vous cacherai pas qu'on a tous été un peu troublés par les différentes allégations qui ont été rapportées dans les médias. Présentement, là, il y a des enquêtes qui sont en cours, histoire d'aller au fond des choses. Les parlementaires canadiens sont aussi à poser énormément de questions au leadership des forces canadiennes. Ce que je peux vous dire, c'est que l'institution réalise que le problème n'est toujours pas réglé. Il y a encore des problèmes d'inconduite à l'endroit des dames au sein de l'institution. Et puis, l'institution, présentement, est en train de regarder ce qu'elle peut faire afin de s'assurer que nos hommes et nos femmes aient accès à un environnement de travail qui est adéquat, où les gens sont respectés, peu importe leur sexe, peu importe leur origine raciale, peu importe leur langue, leur religion, etc. Merci beaucoup, Yamé. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Continuez de respecter les mesures sanitaires. Nous en sommes presque à la fin de cette pandémie. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yamé.